La série de comics Invincible est une véritable anomalie dans l'univers des super-héros. Au fil des pages, ces personnages ont su s'imposer dans le monde de la bande dessinée, faisant de cette licence l'une des plus populaires de tous les temps. Même si Invincible n'a pas connu un véritable succès commercial durant ses 160 premiers numéros, la série pouvait compter sur une base fidèle de lecteurs. Lancée en décembre 2002 et achevée en février 2018, Invincible a perduré pendant plus de 16 ans, bâtissant un univers fascinant sous la plume de Robert Kingsman et Cory Walker. D'ailleurs, le nom de Cory Walker ne vous est sans doute pas inconnu. Avant de co-créer Invincible, il avait déjà lancé une petite série de livres malheureusement restée inconnue, Walking Dead. Le concept d'Invincible est plutôt simple, un adolescent découvrant soudainement qu'il possède d'immenses pouvoirs, tout comme son père, et qu'avec eux viennent de grandes responsabilités. Et comme le dit si bien Anma Selim, Invincible, c'est avant tout l'histoire d'une personne invulnérable sur le papier, qui malgré toutes les pires choses qui lui arriveront, il prouvera que son âme est ce qu'il aura de plus indestructible. Voilà, donc on peut dire que dans cette histoire, on retrouve pas mal de similitudes avec les comics Spider-Man et les comics Superman. Personnellement, j'ai découvert cet univers en 2021 grâce à l'adaptation animée diffusée sur Amazon Prime, et j'ai tout de suite accroché. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la retranscription des relations entre les personnages et cette approche plus humaine, malgré la présence de héros capables de détruire des planètes. Vous savez, un peu comme dans la scène d'ouverture de Batman v Superman où on voit Bruce, d'un point de vue humain, en bas de New York, combattre Superman contre Zurg, et en fait c'est un point de vue humain, on voit tout se détruire autour, et ben en fait Invincible retranscrit vachement bien cette sensation. Invincible est aussi connu pour sa violence graphique, avec des membres arrachés, des crânes écrasés et des combats d'une brutalité impressionnante. Bonjour à tous, moi c'est Val, si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici on parle de différentes mythologies mais également de culture pop, comme le Seigneur des Anneaux, Wakfu ou encore Stargate. J'ai aussi fait quelques petites vidéos sur la fondation SCP. Je crois qu'actuellement on en est à l'épisode 6. Mais aujourd'hui on va s'attaquer aux personnages les plus puissants de l'univers d'Invincible. J'ai essayé d'éviter les spoils à partir de la saison 3 de l'animé, mais bon, pour quelques histoires j'irai un petit peu plus loin que ce qui est sorti. Alors ne vous inquiétez pas, ce classement ne se limite pas aux personnages les plus forts, sinon il n'y aurait que des Viltrumites. Ouais, ils sont trop forts. J'ai sélectionné des héros et des antagonistes marquants de par leur force et leur impact dans l'histoire. Ce top est bien sûr subjectif et reflète mes goûts, donc n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire en expliquant vos choix dans le respect des avis de chacun. Sur ce, ne perdons pas plus de temps car la vidéo risque d'être longue. Et puis je commence le tournage très tard, alors fonçons. C'est parti pour ce top des personnages les plus puissants de l'univers. Abonne-toi au Rush les 30K. Dinosaurus, le super prédateur. On commence avec du lourd, un monstre préhistorique. Imaginez un dinosaure rouge vif, massif, au regard acéré, un véritable monstre de muscles et d'intelligence brute. Son nom ? Dinosaurus. Mais avant d'être ce titan destructeur dont la renommée dépasse celle des plus grands criminels, il n'était qu'un simple humain appelé David Anders. Un homme ordinaire jusqu'au jour où une mystérieuse anomalie transforma son corps et son esprit. Et l'anomalie n'était pas un SCP. Depuis lors, une idée le consume, sauver le monde. Pas en le protégeant, mais bien en le remodelant. Un peu comme Thanos dans l'univers de Marvel qui ne veut pas simplement la mort des gens. Non, il souhaite un équilibre poussé par des actes idéalistes. Dinosaurus n'est pas un titan ni un psychopathe. Il se voit comme un visionnaire, un révolutionnaire, un être bien supérieur à la race humaine. Là où les autres pensent en héros, lui pense en stratège. Il calcule froidement les pertes, accepte les sacrifices et frappe là où ça fait mal. Pour lui, l'humanité est son propre fléau, et seule une destruction ciblée peut la sauver. Dans son histoire, il a déjà fait exploser Las Vegas entièrement, afin d'enrayer la consommation effrénée. La consommation effrénée est un mode de consommation excessif et incontrôlé, souvent motivé par un matérialisme et un désir immédiat de posséder. La consommation effrénée entraîne une surproduction, un gaspillage massif des ressources et un impact environnemental et social négatif. Ce phénomène est alimenté par la publicité, l'obsolescence programmée et la quête incessante de nouveautés. C'est pour cela qu'il a décidé de s'attaquer à ce qui ressemblait le plus à cette définition, Las Vegas. Une cause noble selon vous ? Dinosaurus inonde des villes afin de forcer l'adaptation climatique qui, selon lui, est inévitable. Mais ce reptile n'est pas un simple esprit brillant et froid, il est également un monstre de puissance. Son corps reptilien le rend quasiment invulnérable, sa force rivalise avec les plus grands et son endurance est titanesque. Peu d'êtres sont capables de le terrasser en combat singulier, et même Invincible, malgré sa puissance colossale, peine à l'arrêter. Chaque confrontation engendre un cataclysme, chaque coup porté est un tremblement de terre terrible. Pourtant, derrière cette bête de chaos réside un esprit pragmatique. Il sait que tôt ou tard, il devra s'arrêter.
Et c'est après une ultime confrontation avec Invincible qu'il comprit que son existence elle-même devenait une menace contre ses idéaux. Et c'est à ce moment-là qu'après cette prise de conscience qu'il prit une décision radicale, demander à son ancien adversaire de l'achever. Un dernier sacrifice, une dernière destruction pour le bien de la planète. Robot. Invincible? Il est prometteur, mais ne semble pas préparé à l'aspect, disons, plus réaliste du métier. Un stratège, un héros, un tyran, Robot et tout cela à la fois. Derrière son masque métallique, il n'y a ni circuit, ni intelligence artificielle. Il n'y a seulement qu'un homme. Et plus exactement, Rudolf Connors, nommé Rudy. Un esprit brillant enfermé dans un corps incapable de vivre. Dès sa naissance, la vie ne lui laissa aucune chance. Son corps était déformé, fragile, condamné à survivre dans une cuve remplie de liquides nutritifs. Il ne peut ni marcher, ni courir, ni ressentir le monde qu'autrement qu'à travers des capteurs et des écrans. Mais son esprit, lui, est une arme qui crée, qui invente et qui apprend. Mais plutôt que d'accepter son sort, Rudy construit un drone robotique piloté à distance et prit le pseudonyme de Robot. Un justicier de métal, membre de la Team respecté, puis leader des gardiens du globe. Un véritable héros sans faille, du moins en apparence. Car Rudy a un rêve, un besoin, un désespoir qu'il cache derrière ses gestes calculés. Il souhaite un vrai corps, un corps fonctionnel, un corps en bonne santé. On est deux, Rudy. On est deux. En gros, une vraie vie. Il voulait exister pleinement, ressentir le monde, être libre. Et pour ça, il était prêt à tout, même à trahir. En secret, il contacta les clones Mauler, deux dangereux généticiens spécialisés dans le clonage et la manipulation génétique. Ensemble, ils mettèrent au point un plan audacieux, transférer l'esprit de Rudy dans un corps humain parfait. Et pas n'importe lequel, le corps de Rex Splode. Un jeune homme puissant et sans défaut physique apparent. Un corps que son amie Monster Girl aimerait apprécier. Mais pour réussir, il a dû jouer à un double jeu en manipulant ses alliés et en mentant à ses ennemis. Quand le fameux jour arriva, le jour du transfert, Rudy tua son ancien corps sans hésiter. Et ce jour fut pour lui une renaissance, une nouvelle opportunité pour vivre en gardant ses anciens souvenirs. Ce fut une révélation. Grâce à ce nouveau corps, Rudy pouvait sentir, respirer et vivre comme tout le monde. Mais cette transformation ne lui apporta pas seulement un corps, elle lui ouvrit les yeux sur une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Le monde est imparfait, chaotique et mal dirigé. Les héros protègent certes, mais ils ne prévoient pas. Ils arrêtent les catastrophes, mais ne les empêchent pas de se produire. Pour Rudy, c'était inacceptable. Il a vu trop de chaos, trop d'inefficacité, trop d'inégalité. Pour lui, le monde a besoin d'ordre, et il est la seule personne à pouvoir l'imposer. Alors, il agit. Lentement, prudemment, méthodiquement. Il prit d'abord le contrôle des gardiens du globe. Ensuite, il manipula l'opinion publique en éliminant ses opposants, neutralisant les menaces avant qu'elles ne naissent. Puis il s'arrangea pour obtenir les pleins pouvoirs. Pas comme un dictateur assoiffé de sang, pas comme un conquérant avide de gloire, mais plutôt comme un ingénieur. Rudy optimise, dirige et régule avec une précision chirurgicale. Sous son règne, la guerre disparut, le crime s'effondra et la prospérité explosa. Le monde devint un petit peu plus parfait. Mais répondez à cette question, un monde parfait est-il un monde libre? Pas sûr. Car ce que Robot ne comprenait pas, c'est que l'humanité ne se réduisait pas à une équation. La liberté, l'imprévu, le chaos, c'est aussi ça la vie. N'est-ce pas les cochons d'Inde? Pour ceux qui suivent la chaîne, voilà. N'est-ce pas? Et un jour, ceux qu'il pensait protéger se retournèrent contre lui. Invincible, les gardiens du globe et le monde entier ne voyaient plus en lui un sauveur, mais plutôt un tyran. Son règne s'effondra et il perdit le contrôle. Il fut vaincu, exilé et banni. Son rêve d'ordre se brisa sous le poids de son arrogance. Mais même dans sa défaite, il ne regretta rien. Il n'a jamais cherché à prendre le pouvoir pour lui-même, mais simplement pour sauver l'humanité. Peut-être est-ce ça son erreur. Je vais m'arrêter là, c'est vrai que j'ai survolé l'histoire de Robot et je n'ai pas vraiment évoqué certains événements majeurs, comme son alliance avec les Viltrumites, le massacre de 2 invincibles venus de d'autres dimensions, ou encore l'attaque brutale contre Atom Eve alors qu'elle était enceinte et qui aboutit à l'arrachement de l'une de ses jambes. Mais si tu veux apprendre plus de détails sur l'histoire de Robot, je te recommande le vidéaste Titanos, qui lui a consacré une vidéo entière. Le lien sera bien évidemment dans la description. L'immortel. Un guerrier qui a traversé les âges, un héros qui refuse de mourir, un homme hanté par l'éternité appelé l'immortel.
Son histoire commence bien avant que le monde ne se souvienne de lui. Il y a déjà vécu il y a des siècles. Un homme qui a connu l'époque des rois et des batailles, qui a combattu sous des bannières oubliées et qui a vu des empires naître et s'effondrer. L'immortel combattit aux côtés d'Arthur et de ses chevaliers. Il traversa l'ère des Vikings et il fut l'un des premiers hommes à découvrir l'Amérique. Pendant sa longue existence, il eut plusieurs métiers. Après avoir été un grand guerrier immortel, il devint un homme de science, un explorateur ou encore un ingénieur. Mais une chose ne changea jamais, son besoin de protéger. Peu importe l'époque, peu importe l'ennemi, il le combattra, car c'est tout ce qu'il souhaite faire. Mais quand vint l'ère des super-héros, il y trouva enfin sa place. Il devint un symbole, un leader, un gardien. L'immortel rejoint d'ailleurs les Gardiens des Globes, l'équipe la plus puissante de la Terre. Un groupe qu'on pourrait comparer à la Ligue des Justiciers dans l'univers DC Comics. Dans ce groupe, l'immortel commandait, il l'inspirait et il se battait en première ligne contre les menaces pouvant anéantir l'humanité. Sa force est colossale, sa résistance inhumaine. Et son expérience, quant à elle, reste inégalée, au vu de son âge. Il affronta des dieux, des monstres et des envahisseurs venus de d'autres galaxies. Rien ne pouvait l'arrêter et rien ne pouvait l'abattre. Jusqu'au jour où tout bascula à cause d'Omni-Man. Ce jour-ci, l'immortel se fit éventrer et arracher la tête. Un choc, une trahison, un massacre. Les gardiens des globes se firent anéantir et l'immortel gisa au sol, son corps brisé, son sang éclaboussé sur les murs. Mais ce n'était pas la fin pour lui. Mais son corps se régénéra et son esprit refusa d'abandonner. Ce n'était pas la première fois qu'il était tué et ça ne serait pas la dernière. Dès son réveil, il n'eut qu'un seul but, se venger. Et pour ce faire, il traqua Omni-Man. Le retrouvant facilement, il l'affronta en plein ciel dans un duel titanesque. Point contre point, cri contre cri, rage contre rage. Mais l'écart de puissance était trop grand, Omni-Man était bien plus fort que lui. Et d'un coup, ce dernier saisit la tête de l'immortel et le brisa de nouveau. Mais même après cette nouvelle mort, l'immortel revint encore. Encore et encore. Son nom n'était pas exagéré, il était véritablement immortel. Certes, il peut être tué, mais jamais définitivement. Son corps guérit et son esprit se reforme pour continuer à se battre. Mais pourtant, l'éternité était plutôt un fardeau qu'une bénédiction. Il vécut beaucoup trop longtemps, il a vu des milliers de visages disparaître pendant que lui restait là. Et de tout ça, il en était fatigué, et tomba dans une période de dépression. Mais un jour, son esprit malade se reconstruisit une nouvelle fois. Et tant que le monde aurait besoin de lui, tant que l'injustice existera, l'immortel ne tombera jamais pour de bon. Et s'il y a des combats à mener, il reviendra toujours. Le Space Race. Le Space Race est une sorte de mercenaire, un chasseur solitaire, un tueur de dieux. Son histoire est celle d'un guerrier oublié, un fantôme perdu dans l'immensité de l'espace dont le nom n'est connu que de ceux qui ont croisé son chemin. Et survécu pour en parler. Son arme est un pistolet unique, capable de tirer des explosions indestructibles, une énergie dont la capacité première est de transpercer n'importe quoi. Et même la peau des Viltrumites. Ces êtres invincibles qui ont conquis plusieurs mondes à travers l'univers. Une arme très particulière car elle n'obéit qu'au Space Race. Impossible à voler, impossible à utiliser par une autre personne. Et lorsqu'il monte sur son hoverbike, il devient un fléau pour ses ennemis, traversant l'espace comme un prédateur traquant sa proie. Pendant plus de 100 ans, le Space Race a disparu. Son destin a basculé lorsqu'il a affronté Nolan Grayson. Ne vous inquiétez pas, on reparle de lui très vite. Dans une ceinture d'astéroïdes, Nolan l'a vaincu, l'a piégé sous une montagne de débris, l'a séparé de son arme et l'a laissé pour mort. Mais ce que le Viltrumite ne savait pas, c'est que Space Race ne meurt pas si facilement. Coincé sous des rochers, il resta là, à survivre et à attendre. Son histoire aurait pu se terminer ici, mais des années plus tard, Nolan changea de camp, ce qui le conduisit à trahir l'Empire Viltrumite et à rejoindre la Collision des Planètes. La Coalition des Planètes est un groupe de résistants déterminés à mettre fin à l'Empire Viltrumite. Lorsque Nolan chercha de nouveaux alliés pour la guerre, il retourna là où il avait laissé le Space Race. Ce dernier était affamé, affaibli, mais bien vivant, prêt à reprendre le combat et à rejoindre la coalition, même s'il se montra méfiant dans un premier temps. Puis, après une longue discussion, il finit par accepter la demande de Nolan de rejoindre cette guerre. Car s'il y avait bien une chose qu'il haïssait plus que tout, c'était bien l'Empire Viltrumite. Lorsque la guerre éclata, le Space Race se plaça en première ligne, son pistolet fauchant les soldats Viltrumites les plus redoutables. Il traqua également les vaisseaux de la flotte appartenant à l'Empire. C'était lui le pourfendeur des êtres qui se croyaient immortels. Et lorsque la bataille finale arriva, il était là où tout se jouait. Je vais m'arrêter là pour cette histoire pour ne pas spoiler la suite d'Invincible, comme je vous l'ai dit en introduction. Mais sachez qu'il a été l'un des personnages centraux de l'une des dernières grandes batailles de cet univers. Atom Eve.
Samantha Eve Wickin, plus connue sous le nom de Atom Eve, est née avec des pouvoirs extraordinaires. Mais son destin bascula dans l'obscurité dès sa naissance. Sa mère perdit la vie en lui donnant naissance, et le gouvernement envisagea de faire d'elle une arme. Son véritable père simula sa mort et la confia en secret à une famille adoptive, les Wilkins, qui ignoraient tout de son origine. Une chose qu'on ne voit d'ailleurs pas dans la série. Dès son plus jeune âge, Eve faisait preuve d'une intelligence exceptionnelle. Elle découvrit ses pouvoirs de transmutation en transformant un poulet en cheeseburger. Un peu plus tard, la jeune Eve rencontra son véritable père qui lui révéla toute la vérité. Eve avait été créée dans le seul but d'être une arme du gouvernement. Refusant ce destin, elle se lança dans une lutte contre le crime sous le nom de Atom Eve. Plus tard, elle affronta un groupe de jeunes criminels et se retrouva confrontée à son passé, lorsque son père fut capturé par Steve Erickson, l'homme qui était chargé de transformer initialement Eve en arme. Lorsque Erickson tua son véritable père sous ses yeux, la rage de Eve la poussa à dépasser ses limites et à effacer la mémoire de tous ses ennemis. Brisée par tous ces événements, la jeune adolescente tenta de retrouver une vie normale tout en continuant de combattre le crime. Au lycée, elle rejoint la Team Team et rencontra Mark Grayson. Rapidement, une forte connexion naquit entre les deux adolescents. Je vous la fais courte, mais Eve découvrit que son petit ami, le héros Rex, la trompa avec l'une de ses amies, l'héroïne Duplicate, ce qui la poussa à quitter la Team Team. Plus tard, elle décida de ne plus être une simple héroïne, mais plutôt d'utiliser ses pouvoirs afin de faire des bonnes actions dans le monde, des actions d'aide humanitaire. Au cours de l'histoire, Eve a utilisé ses pouvoirs de façon unique, notamment pour lutter contre la faim en Afrique. En transformant des terres arides en terres fertiles, permettant aux populations locales de cultiver leur propre nourriture. Grâce à ses capacités de transmutation, elle a aussi soigné des personnes gravement blessées, évitant ainsi de nombreuses pertes humaines. Après des catastrophes naturelles ou des conflits, Eve était présente pour réparer les bâtiments ou construire des logements pour les populations déplacées. En modifiant la composition chimique de l'eau contaminée, elle a pu rendre l'eau potable accessible à des milliers de personnes dans des zones sinistrées. Eve a également protégé des civils en évacuant des villes et en créant des barrières défensives contre les envahisseurs. Au cours de l'histoire, sa relation avec Mark devint de plus en plus forte et après plusieurs péripéties, ils finirent par se mettre ensemble. Plus tard, elle et Mark fondèrent une entreprise de super-héros appelée simplement Invincible, afin d'aider le monde de manière plus structurée. Leur amour traversa de nombreuses épreuves, notamment pendant la guerre des Invincibles où des versions alternatives de Mark ont ravagé la Terre. Pendant le cours de cette guerre, Eve fut grièvement blessée. Plusieurs semaines après son rétablissement, un nouveau problème arriva. Le Viltrumite Conquest débarqua sur la Terre et exigea de Mark qu'il lui livre la planète. Une bataille terrifiante débuta. Au cours de cet affrontement, Eve fut une nouvelle fois grièvement blessée. Mais dans un moment critique, elle dépassa ses blocages mentaux et libéra toute sa puissance, ce qui créa une explosion d'énergie qui renversa le cours de la bataille. Leur relation se renforça au fil du temps, malgré de nombreux rebondissements, notamment dans la vie de Mark. Finalement, ils s'installèrent ensemble et devinrent un couple emblématique. Pourtant, les menaces ne disparurent jamais, poussant Eve à affronter de nouveaux défis. Son parcours fut celui d'une femme refusant d'être enfermée dans un destin tracé par d'autres, prenant en main son propre avenir et évoluant d'une simple héroïne masquée à une véritable force de changement. Après chaque épreuve, Atom Eve prouva que son pouvoir le plus grand n'était pas simplement sa capacité à remodeler la matière, mais plutôt sa grande détermination inébranlable à améliorer le monde. Son histoire est celle d'une femme qui a choisi de toujours agir, de se battre et d'inspirer, incarnant ainsi une héroïne dont l'impact dépassa largement le simple combat contre le crime. Mark Grayson, Invincible. Tu ferais mieux de laisser tomber. Je suis... Mark Grayson est initialement un adolescent ordinaire, du moins en apparence. Il vit avec sa mère, Debbie, une femme aimante et dévouée à son père, Nolan Grayson, qui n'est autre que Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la Terre. Mark a grandi en idolâtrant son père, espérant un jour hériter de ses incroyables pouvoirs. Mais à 17 ans, il n'a toujours rien, pas l'ombre d'une force surnaturelle. C'est lors d'une journée ordinaire, alors qu'il travaillait dans un fast-food, que ses pouvoirs se sont manifestés. Mark découvrit d'abord qu'il avait hérité de la force surhumaine de son père, mais aussi de sa capacité de voler et d'une endurance hors du commun. Heureux, il commença à explorer ses capacités, puis très rapidement, il créa une sorte de petit costume sous les conseils de Art Rosenboom, un tailleur spécialisé pour les super-héros. Il se choisit également un nom de super-héros atypique. Je suis... Un nom qui alla donner le titre à cette série, la série
Dès ses débuts en tant que héros, il rejoint la Team Team, qui était à l'époque dirigée par Robo, et c'est là qu'il fit la connaissance de Rex, de Duplicate et de Monster Girl. Dans ce groupe, Mark affronta divers ennemis, comme les frères Mauler. Pendant cette période, il s'habitua progressivement à sa nouvelle vie, jonglant entre lycée et lutte contre le crime. Et alors qu'il prenait goût à sa double identité, une tragédie bouleversa le monde. Les Gardiens du Globe, l'équipe de super-héros la plus puissante de la planète, les héros que le gouvernement appelait en dernier recours et qui n'échouaient jamais, ont tous été trouvés brutalement assassinés. L'auteur du massacre fut rapidement identifié, il s'agissait d'Omni-Man en personne. À ce moment-là, Mark découvrit avec horreur que son père n'était pas le super-héros qu'il pensait, mais plutôt un agent double, un Viltrumite. Les Viltrumites étaient une race extraterrestre conquérante qui envoyait ses soldats sur différentes planètes pour les soumettre. Nolan lui révéla alors son véritable objectif, préparer la Terre à l'invasion Viltrum. Désespéré et refusant de suivre son père, Mark décida d'affronter Omni-Man dans un combat dévastateur. Nolan combattit son fils sans pitié, lui infligeant des blessures terribles, tout en tentant de le convaincre de rejoindre son camp. Il lui expliqua que les humains étaient une race de faibles et qu'ils étaient voués à disparaître, mais Mark refusa d'abandonner son humanité. Omni-Man expliqua également qu'il voyait sa femme, la mère de Mark, comme une sorte d'animal de compagnie. Une chose qu'il aimait, mais qu'il ne considérait pas vraiment. Après ces révélations, le combat entre le père et le fils se poursuivit. Omni-Man projeta Mark à travers plusieurs immeubles, causant la mort et les blessures de nombreux civils. Pour lui prouver la fragilité des humains, Omni-Man saisit la tête de son fils et le força à percuter un métro à pleine vitesse. Impuissant, Mark se retrouva couvert du corps sans vie des passagers, écrasé contre sa peau par la force de l'impact. Finalement, Omni-Man, après avoir quasiment tué son fils, s'arrêta et s'envola hors de la planète en larmes. Il ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à éliminer tous ses opposants et à accomplir sa mission. Grièvement blessé, Mark fut pris en charge par Cecil Steinman, le directeur de la DG, une agence de défense gouvernementale de la Terre, qui lui fournit des soins médicaux tout en gardant un œil attentif sur lui. Après la trahison de son père, Mark tenta de reconstruire sa vie. Comme je vous l'ai dit, il se rapprocha d'Eve et quitta la Team Team, et commença une relation avec Humber, une étudiante ordinaire. Pendant cette période, il tenta de jongler entre sa vie de super-héros et ses études, mais les menaces ne cessèrent de s'accumuler. Il affronta des ennemis redoutables comme Sinclair, un fou qui transformait les humains en cyborgs, ou encore comme Armstrong Levy, un scientifique capable d'ouvrir des portails vers des réalités alternatives. D'ailleurs, Armstrong Levy, convaincu que Mark était responsable de sa propre transformation en monstruosité, devint l'un de ses ennemis jurés. Alors qu'en réalité, sa transformation en monstre était due à sa propre responsabilité. C'était de sa faute quoi. Pendant ce temps, Omni-Man réapparut dans des circonstances inattendues. Mark apprit que son père s'était exilé sur une autre planète nommée Traxa, où il avait refait sa vie et avait même eu un enfant appelé Oliver. Nolan expliqua à Mark qu'il avait réalisé que les Viltrumites étaient une menace et qu'il voulait maintenant aider Mark à les combattre. Bien que méfiant, ce dernier finit par lui faire confiance et commença à s'entraîner avec lui. Sur Traxa, Nolan et Mark furent attaqués par des Viltrumites menés par Trag. Le combat fut d'une brutalité extrême. Nolan eut la poitrine déchirée et fut laissé agonisant, tandis que Mark affronta Conquest et Lucan dans un déluge de violence. Les coups pleuvaient, brisaient des os et arrachaient la chair, tandis que le sang maculait le champ de bataille. Malgré sa rage, Mark fut dépassé par la puissance de ses ennemis, réalisant à quel point les Viltrumites étaient incroyables. Ce combat marqua un tournant, prouvant que l'Empire Viltrumite ne reculait devant rien. Plus tard dans notre histoire, le danger Viltrumite réapparut, car Conquest, l'un des guerriers les plus féroces de l'Empire, enfin celui dont je vous ai parlé juste avant, arriva sur Terre pour tester la loyauté de Mark à l'Empire. Parce qu'en gros, il l'avait menacé en lui disant « Je te laisse en vie, mais t'as intérêt à remanier la Terre pour nous, sinon je te défonce. » En gros. Leur second affrontement fut l'un des plus brutals que Mark n'ait jamais connu. Conquest était impitoyable, écrasant Mark à chaque coup. Eve tenta d'intervenir, mais fut quasiment tuée. Et c'est dans un excès de rage et de désespoir que Mark libéra toute sa force et arrêta de se retenir. Car oui, comme on l'a vu dans la saison 2 et 3, Mark se retient constamment, faisant tout son possible pour ne pas trop blesser et surtout pas tuer ses adversaires. Ou ennemis. Ou ennemis, comme tu veux. J'avais écrit ennemi dans mon script et j'ai dit adversaire. Je suis une merde, je vais garder les deux. Et c'est grâce à cette colère enfouie en lui qu'il parvint à tuer Conquest, mais il en ressortit grièvement blessé. Après cette victoire coûteuse, Mark se lança dans une guerre intergalactique contre l'Empire Viltrumite aux côtés de son père et de Allen l'Alien. Alors oui, ça va être frustrant, mais comme pour les autres, je vais m'arrêter ici pour l'histoire d'Invincible pour ne pas trop spoiler. Mais par contre, je vous conseille d'aller découvrir ses œuvres. Enfin, l'œuvre Invincible par le biais d'Amazon Prime ou par le biais des comics. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une partie 2 pour terminer toutes ces histoires, ou alors peut-être même des vidéos uniques sur chacun des personnages que j'ai déjà cités, si ça vous plaît, si ça vous donne envie.
Battle Beast. Qui va être le prochain? Salut, bonhomme. Battle Beast est un guerrier redoutable, originaire d'une planète lointaine et inconnue, où il en était le gardien. Son insatiable besoin de se battre le poussa à quitter sa planète afin de chercher des adversaires à sa hauteur. Lorsqu'il arriva sur Terre, il se mit rapidement sous les ordres de Machine Head, un chef de gang local. Son nouveau métier le conduit tout naturellement à faire la rencontre de notre numéro 4, notre cher Invincible. Après avoir vaincu sans trop de difficulté les gardiens du club, Battle Beast, déçu par leur manque de puissance, décida de quitter la Terre en empruntant un portail de téléportation. Venu pour affronter les héros les plus puissants de la planète, il réalisa finalement qu'aucun d'entre eux n'était à la hauteur de ses attentes. Après son départ, Battle Beast fut capturé par une race extraterrestre soumise aux Viltrumites. Et ce n'est que bien plus tard que notre lion préféré refit surface. Lors d'une émeute en prison, Allen l'Alien libéra Battle Beast. Fidèle à ses convictions, ce dernier n'accepta de l'aider qu'à la condition de satisfaire sa soif de combat. Un Viltrumite tenta de l'arrêter, mais Battle Beast le tua dans un combat brutal, savourant chaque instant de ce duel. Les coups pleuvaient avec une violence inouïe, brisant le sol sous leurs pieds et faisant trembler l'air sous l'impact de leurs frappes. Battle Beast, animé par une soif de combat, encaissait les assauts du Viltrumite sans faiblir. Son corps était pourtant recouvert de blessures, mais son excitation était à son paroxysme. Le Viltrumite, pourtant un guerrier redoutable, se trouva progressivement dépassé par la puissance sauvage et l'expérience de cet adversaire bestial. Finalement, Battle Beast porta un coup fatal, laissant derrière lui un cadavre ensanglanté et un sourire satisfait, avant de repartir en quête d'un nouveau défi. Par la suite, l'animal rejoint la coalition des planètes, afin de prendre part à la guerre contre les Viltrumites, bien qu'initialement il fut réticent à l'idée de se battre pour une cause. Au cours de ce conflit, il se distingua en affrontant plusieurs Viltrumites, mais finit finalement par être mis à l'écart après avoir combattu Thrag, le chef des Viltrumites. Après des mois de rééducation, Battle Beast reprit sa quête de combat et se rendit sur une planète inconnue où il massacra un dirigeant local. Malgré sa défaite, Allen l'Alien lui proposa une nouvelle mission, tuer Thrag lui-même, le plus puissant des Viltrumites, étant donné qu'il connaissait déjà cet adversaire et qu'il avait une soif de vaincre inébranlable. Battle Beast accepta avec enthousiasme. Un peu plus tard, il arriva sur la planète de Thrag et un combat épique s'engagea entre les deux titans. Thrag, impressionné par la puissance de Battle Beast, malgré le fait qu'il l'ait déjà combattu, le considéra comme un allié potentiel avant de se rendre compte que finalement il devait l'éliminer. Les deux combattirent avec une intensité rare, chacun cherchant à dominer l'autre. Alors que Battle Beast prenait progressivement du terrain, après plusieurs jours de lutte sans issue, Thrag finit par tuer Battle Beast, écrasant son cœur sous ses mains. Mais avant de mourir, Battle Beast remercia son adversaire pour lui avoir offert le combat le plus intense de toute sa vie, exprimant sa reconnaissance pour enfin avoir trouvé un rival à sa hauteur. La population locale incinéra son corps et transforma sa peau en une cape, un trophée pour la victoire de Thrag. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Battle Beast, un guerrier qui, dans sa quête de gloire, n'a jamais cessé de chercher un adversaire capable de le pousser dans ses limites, et qui a finalement trouvé satisfaction dans un combat contre un ennemi tout aussi capable que lui. Allen l'Alien. Je m'appelle Allen, au fait. Invincible. Allen l'Alien était un membre de la race extraterrestre des Unopan. Il a grandi dans un camp d'élevage Unopan, où il a été créé pour être le plus fort de toute sa race, car la population de son monde avait été décimée par les Viltrumites. Bien qu'Allen était extrêmement fort, il n'arrivait toujours pas à rivaliser avec ses oppresseurs. Plus tard, Allen fut choisi comme officier d'évaluation des champions de la coalition des planètes. Son rôle consistait à tester la force des défenseurs des planètes tous les 3 ans. Après un combat contre Invincible, Allen regagna sa planète natale, Talescria, où il retrouva sa petite amie, Telia. C'est là qu'il apprit que son corps avait été modifié après une attaque vicieuse des Viltrumites, le rendant aussi, voire plus puissant qu'un Viltrumite d'élite. Ce changement physique souleva des questions. En menant l'enquête, Allen découvrit que Theadus, le chef du conseil de la coalition des planètes, était en réalité un rebelle Viltrumite. Ce dernier lui révéla qu'Invincible pouvait être l'élément gagnant de la lutte contre l'Empire. Cependant, Allen devait désormais mener ses actions avec précaution, car Theadus craignait la présence d'Unotop au sein du conseil de la coalition des planètes. Dans le cadre de sa mission, Allen rejoignit une nouvelle fois la Terre afin d'essayer de convaincre Invincible de rejoindre la lutte contre les Viltrumites. Allen prit le temps d'expliquer toute la situation à Invincible, y compris sa nouvelle puissance et son alliance avec Theadus. Invincible, bien qu'intéressé, préféra se concentrer sur ses propres problèmes et ceux de la Terre. Mais Allen lui révéla que la Terre était justement visée par l'Empire. Invincible révéla à Allen que son père était aussi un Viltrumite et qu'il était actuellement emprisonné. Après leur conversation, Allen retourna à Telescria. Malheureusement, un vaisseau Viltrumite apparut et une Viltrumite d'élite en sortit. Un combat commença entre Allen et l'ennemi.
Pendant ce combat, Allen eut une idée audacieuse, un plan qui pourrait l'aider à libérer Omni-Man de sa captivité en infiltrant la prison Viltrumite. Après beaucoup de péripéties, discussions, tortures et patience, ce dernier, avec l'aide d'Omni-Man, mit en place une évasion brillante. Et c'est à ce moment-là que tout se corrèle et qu'on retrouve Battle Beast, note numéro 3 de ce top, dans la prison. Ce dernier aida Nolan et Allen à s'évader de la prison galactique. Ensemble, ils parvinrent à éliminer les gardes de la prison et à secourir Nolan. Une tâche ardue car 2 Viltrumites étaient présents afin d'exécuter le traître Nolan. Après leur évasion, Allen et Nolan s'enfuirent dans l'espace. L'ancien Omni-Man partagea une révélation choquante, une information qui renversa le cours de la guerre et qu'aucun Viltrumite n'a jamais révélée. Moins de 50 Viltrumites pur sang survivent actuellement dans l'univers, ce qui signifie que leur empire est en grave déclin. Nolan expliqua également qu'un virus génétiquement conçu avait anéanti presque toute la population Viltrumite et que les Viltrumites cherchaient à conquérir la Terre pour l'utiliser comme un camp de reproduction car l'ADN humain était parfaitement compatible avec la leur. Après cette révélation, Allen et Nolan décidèrent de retourner à Thales-Kriyia où Allen reprit ses fonctions au sein de la coalition des planètes. Allen se distingua brillamment en tant que héros et combattant lors de la Grande Guerre contre les Viltrumites. Omni-Man, Nolan Grayson. T'en as eu assez? Je te laisserai pas faire. Oh, pas de soucis, je t'attends. Ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. Et vous allez faire quoi si les humains résistent? C'est notre tâche. Nous devons les empêcher de résister. Nous devons leur montrer que c'est inutile, que jamais ils ne gagneront et qu'ils vont faire désormais partie d'un empire beaucoup plus vaste. Terminons cette vidéo avec le personnage qui a littéralement bouleversé l'univers d'Invincible avant de faire son apparition en tant que boss final dans le dernier Mortal Kombat. Je veux bien évidemment parler de notre Viltrumite d'élite préféré, Nolan. Omni-Man, alias Norman Grayson, alias le Monarque, alias l'héritier d'Algard, alias le réserviste, est un personnage central de l'univers d'Invincible. C'est peut-être trop près là, central. Venu de la planète Viltrum, Nolan est bien évidemment un Viltrumite. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, les Viltrumites sont des extraterrestres extrêmement puissants et impérialistes, dotés d'une force surhumaine, d'une longévité quasiment infinie et de la capacité de voler. Ils ont bâti un empire galactique en conquérant et en soumettant d'innombrables civilisations. Et seuls les plus puissants de leur espèce survivent parmi eux, car leur société repose sur une sélection impitoyable, éliminer les plus faibles afin de garantir une lignée toujours puissante. L'histoire de Nolan dans Invincible débute lorsqu'il est envoyé sur la Terre, il y a plusieurs décennies, dans le cadre d'une mission secrète de la part de son empire. Son objectif était de conquérir la planète en éliminant ses habitants et en transformant la Terre en une colonie Viltrumite. Au début, Nolan adopte l'identité d'Omni-Man, un super-héros bienveillant et protecteur de la Terre. Mais ce que le Viltrumite n'avait pas prévu, c'était qu'en arrivant sur Terre, Nolan trouverait un amour humain qui bouleversera ses convictions. Debbie Grayson, avec qui il eut un fils, Mark Grayson. Pendant des années, Nolan semblait être un super-héros modèle, sauvant la planète des menaces extraterrestres et des super-vilains. Il éleva Mark tout en lui inculquant les notions de devoir, de justice et la nécessité de protéger la Terre contre tout danger, sans savoir que son propre père cachait en réalité une sombre vérité derrière son rôle de super-héros. Cependant, l'attitude de Nolan envers les humains était marquée par une certaine distance émotionnelle. Bien qu'il soit un père aimant à sa manière, il ne se lia pas profondément avec ses semblables. Car comme tous les Viltrumites, il les considérait comme inférieurs, destinés à être conquis ou éliminés. À ses yeux, les humains étaient faibles, leur civilisation fragile, et il ne voyait en eux qu'un simple obstacle sur la route de la conquête intergalactique Viltrumite. Nolan dissimula cependant cette vision à sa famille, et pendant un long moment, sa véritable mission resta inconnue. Le tournant majeur de l'histoire de Nolan survint lorsque Mark commença à manifester ses pouvoirs. Mark, comme je vous l'ai dit, devint invincible, héritier des pouvoirs de son père. Nolan fut tout d'abord fier de son fils, mais commença peu à peu à le voir comme une extension de sa propre mission. Il se rendit vite compte que Mark, bien qu'incroyablement fort, n'était pas prêt à accepter la dure réalité. En tant que père, il espérait que Mark, un jour, prendrait sa place et aiderait les Viltrumites à conquérir la Terre. Mais à un moment clé, Nolan se retrouva à un carrefour moral. Nolan, guidé par sa mission, se rendit directement auprès des héros les plus puissants de la Terre, les gardiens du globe, afin de tous les éliminer. Sa décision était prise et pour accomplir ses objectifs, il devait commencer par eux. Nolan tua brutalement tous les membres du groupe. Ce moment fut choquant, non seulement en raison de la violence de l'attaque, mais aussi parce que Mark ne pouvait pas croire que les héros, les amis de son père, étaient morts.
Après que l'immortel soit revenu à la vie et ait affronté Nolan, ce dernier subit une nouvelle défaite face aux Viltrumites. Cependant, cet acte de violence eut lieu sous les yeux de son fils, Mark. Nolan révéla alors son objectif. Comme je vous l'ai dit dans l'histoire de Mark, ce moment de révélation brisa son cœur. Il ne pouvait plus nier la vérité, son père, son modèle, celui qu'il croyait être un super-héros, était en réalité un tyran venu conquérir la Terre. Nolan tenta de convaincre son fils, mais en vain. Mark prit part pour les Terriens. Nolan expliqua pourtant à ce dernier que cela ne servirait à rien de résister et que la conquête de la Terre était inévitable. Pour lui, cela faisait partie d'un plus grand plan, un plan qu'il croyait juste, bien qu'il sache que cela allait à l'encontre des valeurs humaines de son fils. Mark refusa catégoriquement de suivre les traces de son père et décida de le confronter, afin de protéger la Terre. Je vous ai déjà raconté cette bataille dans l'histoire d'Invincible, alors je ne vais pas la re-raconter ici. Mais c'est la même. Dans une série de batailles brutales, Mark et Nolan s'affrontèrent, chacun représentant des idéaux opposés. Nolan, avec sa puissance viltrumite, était un adversaire redoutable, et Mark, bien que puissant, était encore jeune et inexpérimenté. Vers la fin de cette bataille, et alors que Mark était sur le point de succomber, Nolan réalisa qu'il avait perdu la bataille pour convaincre son fils, et que Mark était prêt à mourir. Nolan, déçu et frustré, abandonna finalement sa mission de domination, car il ne put se résoudre à tuer son propre fils. Il laissa donc Mark vivant, mais blessé, et quitta la Terre, hanté par la trahison de son propre sang, et par le fait qu'il ne pourrait plus jamais accomplir la mission que les Viltrumites lui avaient confiée. Il se rendit donc sur la planète Traxa, où il en devint le dirigeant sans effort grâce à sa longévité, car ce peuple avait une courte existence comparée aux humains terrestres. Il y fonda une nouvelle famille avec Andressa, et eut un fils dont je vous ai déjà parlé, mais dont l'apparence était violette, ce qui le condamnerait aux yeux des Viltrumites. Lorsque ces derniers attaquèrent la planète, Nolan et Mark se battirent ensemble pour défendre cette planète. Comme je vous l'ai raconté, Nolan protégea Mark en éliminant plusieurs Viltrumites, mais finit quand même par être piégé par Lucan, qui le neutralisa en brisant sa colonne vertébrale. Après avoir été sauvé par Allen, Nolan retourna dans l'espace et se rendit sur Talescria, la planète d'origine des Viltrumites, afin d'y rejoindre la coalition des planètes. Ce dernier comprit que l'Empire Viltrumite, tout puissant qu'il soit, était au bord de l'effondrement car sa population était trop arrogante pour voir les faiblesses internes de son propre système. C'est pour cela que Nolan rejoignit les rebelles, espérant ainsi sauver la Terre de la menace Viltrumite, même si cela devait inclure le fait qu'il devait se retourner contre son propre peuple. En fin de compte, l'histoire de Nolan est une tragédie de rédemption et de perte. Il commence l'histoire d'Invincible comme un héros de son propre peuple, puis évolue en un homme partagé entre la loyauté envers son empire et l'amour de son propre fils. À travers son combat avec Mark et son désir de retrouver une autre voie, Nolan montre que même un Viltrumite d'élite, aussi puissant que lui, peut remettre en question ses propres convictions et ses choix de vie. Toutefois, son histoire est aussi celle d'un homme pris entre deux mondes, toujours marqué par ses erreurs du passé, mais cherchant encore, d'une manière étrange, à réparer les torts qu'il a pu causer. Merci à tous d'avoir suivi les vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu. À mon avis, elle est très longue, parce que j'ai fait 18 pages de script, je crois, donc ça va être très long. En plus, je suis désolé, elle a tardé à sortir. Je pense que je vais arrêter de me forcer à faire un planning, parce que c'est trop dur, j'arrive pas à le respecter. Je suis trop fatigué de mes journées, généralement, pour continuer à faire les vidéos, à écrire et tout ça. Donc je glandouille, je trie mes cartes magiques, je m'occupe de ma femme, de ma fille, de la maison, je bricole. Donc ouais, je consacre peut-être pas assez de temps, mais intellectuellement, je suis bousillé des fois en rentrant du travail, donc c'est pour ça que je vais pas me mettre un planning, mais je vais essayer quand même d'être assez régulier. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout ça. J'étais un peu plus en roue libre cette fois-ci. Écoutez, je me lâche enfin, j'arrête d'être en mode... Et j'arrête de lire le script aux mots-clés, comme vous avez pu le voir, donc voilà, c'est peut-être moins bien, mieux, faites-moi un petit retour. Moi je trouve que c'est mieux, moi je me ssens mieux. Après, si ça vous convient pas, je peux revenir plus monotone et un peu plus sévère, sérieux, je sais pas comment dire, mais plus strict. Pour ceux qui ont vu, j'avais posté dans l'onglet communauté une photo de l'enclos de mes cochons d'Inde qui vivent à l'extérieur, qui s'est fait ravager par le vent. Donc je pourrais vous mettre là un petit extrait. Ils vont bien, ils sont tous sauvés, tous soignés, tous à l'abri actuellement. Il faudra que je réfléchisse à peut-être faire un autre enclos à l'extérieur. Je sais que ça intéresse peut-être 3 personnes sur la chaîne, et peut-être que ces 3 personnes n'auront pas vu la vidéo jusqu'ici. Mais écoutez, voilà, les cochons d'Inde vont bien. Sur ce, je vais refaire les histoires des livres de la chaîne Les Contes de Val, et puis on se retrouve très très vite pour d'autres histoires. Sachez qu'il y a un Tipeee dans la description si vous souhaitez me soutenir, si vous avez la foi et l'envie, ça pourrait être très cool. Et n'hésitez pas à proposer des contreparties, ça pourrait être très cool que je vous fasse, je sais pas, que je vous publie mes scripts, que je vous publie des trucs.
Peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas, que je vous parle un petit peu plus de la façon dont je fais les recherches. Pour l'instant, la vidéo FAQ, comme il y en a qui l'ont redemandé, c'est out. On verra plus tard. Pour l'instant, je suis pas là-dedans. Mais un jour, ça reviendra peut-être. Et si ça revient pas, ben ça revient pas. Et si ça revient, ça revient. Voilà. Ciao tout le monde. C'était Val. Abonnez-vous, likez. Ciao. Ciao. Générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.